Alors tout d'abord, essayons de cerner cet objet devoir. Et je vais commencer par un récit d'élèves qui est rapporté par deux chercheurs, Elsie Rockwell d'abord, et repris par Patrick Rayou dans Faire ses devoirs. J'ai récité ma tablette et pris mon repas, j'ai préparé ma nouvelle tablette, j'ai écrit dessus, je l'ai remplie. Après, ils m'ont donné mon travail oral et dans l'après-midi, ils m'ont donné mon travail écrit. Je suis rentré chez moi, j'ai lu ma tablette et mon père était content. Donc vous voyez une scène très classique de prescription des devoirs et début de réalisation du travail en dehors de la classe. Alors la suite du verbatim, du récit. Réveille-moi tôt demain, je ne dois pas être en retard, sinon mon maître me fouettera. Je suis arrivé avant mon maître, je l'ai salué avec respect. Mon maître a dit « ton écriture n'est pas bonne » et il m'a fouetté. Il m'a dit « tu n'as pas bien pratiqué l'art du scribe ». On s'éloigne un peu de la pratique contemporaine, vous voyez, mais malgré tout, il y a quand même des choses qui résonnent avec les devoirs. Bon, en gros, les devoirs, il vaut mieux les avoir faits et les avoir bien faits, sinon il nous arrive des bricoles. Cet extrait est un extrait d'une tablette de Sumer il y a 4000 ans. Tout ça pour vous dire que l'histoire des devoirs, elle est aussi vieille que l'histoire de l'école elle-même. Ces devoirs, ils sont attachés à la forme scolaire. On fait des devoirs à l'école parce que c'est foncièrement comme ça à l'école. Et donc, toutes les histoires d'interdiction qu'il peut y avoir dans le primaire, c'est très compliqué, en fait, ces histoires d'interdiction, puisque c'est vraiment très lié à l'école. Plus récemment, peut-être, quelques repères. Dans le secondaire, notamment, la réforme de l'internat de 1902, qui a eu une grande importance sur les devoirs, parce qu'elle a favoriser la dévolution de travail hors la classe. Dans l'internat au XIXe siècle, dans les lycées du XIXe siècle, il y avait des enseignants et puis des répétiteurs. Et il y avait 20 heures de cours en gros par semaine avec des enseignants, 40 heures avec les répétiteurs. Et le travail était encadré par les répétiteurs. Et dans des cours de 2 heures, les enseignants avaient des cours de 2 heures, et dans ces cours de 2 heures, il y avait une partie magistrale, mais également une partie de travail, de correction du travail qui avait été fait avec les répétiteurs. Et en 1902, réforme de l'internat, et les cours de 2 heures deviennent des cours d'1 heure. Et le résultat, c'est que le cours devient un cours magistral, essentiellement. Et donc ce traitement du travail personnel des élèves, il va être externalisé. Il va être externalisé d'autant plus que l'internat décline à partir de cette époque et que donc le corps des répétiteurs va progressivement disparaître et ce travail personnel des élèves va être envoyé dans les familles, à la maison, chez les élèves. Dans le primaire, en 1956, l'extension du travail à la maison conduit à son interdiction pour des raisons qui sont des raisons de santé. On juge que c'est trop fatigant pour les enfants, mais ce ne sera jamais appliqué. Et dans toutes les classes de primaire dans lesquelles je vais aujourd'hui, bien que ça ait été répété par tous les ministres à peu près, dans les classes de primaire où je vais, on trouve pratiquement toujours du travail, y compris du travail écrit. Parce qu'il y a une distinction entre leçon et travail écrit, mais on trouve y compris du travail écrit. La politique des ZEP à partir de 1981 va être, dans le second degré en tous les cas, un moment de grand développement de l'aide aux devoirs. On se rend bien compte qu'il y a un problème avec les devoirs, avec la démocratisation, et il y a vraiment un souci de justice et de permettre aux élèves d'accéder à de l'aide aux devoirs. Alors, aide aux devoirs soit dans les établissements, soit avec des associations à l'extérieur des établissements. Voilà. En tous les cas, depuis ce moment-là, il y a vraiment le développement de dispositifs qui, depuis, n'ont jamais cessé, en réalité. Et donc, Devoirs faits est un dispositif qui s'inscrit dans une histoire des dispositifs d'aide aux devoirs, notamment depuis la politique des ZEP.
Et enfin, dernier de ces repères, c'est vraiment très, très rapide, la charte nationale de l'accompagnement à la scolarité, qui essaye d'organiser justement un peu le rôle des uns et des autres, puisqu'il y a un moment où on ne sait plus très bien qui enseigne, qui aide à faire le travail. Enfin, voilà. Donc, pour essayer de clarifier les choses et de montrer qu'il faut aussi qu'il y ait une coordination entre ces différents acteurs, parce que c'est très compliqué de travailler séparément. Mais tout ça, finalement, me dit un peu pourquoi il y a du travail à la classe, pourquoi il y a de l'aide aux devoirs, mais ne m'informe pas sur ce que sont les devoirs. Alors, pour essayer de comprendre ce que sont les devoirs, je reviens à ce qu'est un établissement scolaire. Et un établissement scolaire, en France, de moins en moins, mais néanmoins encore, est un établissement qui produit une clôture entre l'intérieur de l'établissement et son extérieur. À l'intérieur, on instruit, et puis à l'extérieur, on éduque les enfants. Voilà. À l'intérieur, ce sont des élèves, les programmes nous le disent et nous le répètent. À l'extérieur, ce sont des enfants, vous voyez l'idée. Et ce qui va m'intéresser, c'est cette clôture entre l'intérieur et l'extérieur de l'établissement, ou plus exactement entre l'intérieur de la classe et l'extérieur de la classe, qui est un petit peu différent. Et vous verrez, j'essaierai de revenir là-dessus tout à l'heure. Entre l'intérieur de la classe et l'extérieur de la classe, il y a vraiment une barrière que pratiquement seulement les élèves franchissent. Pour les parents d'élèves, l'intérieur de la classe est quelque chose de très opaque. On sait, ceux qui sont ici parents d'élèves le savent, on ne sait jamais très bien ce qui se passe à l'intérieur d'une classe. On a beau soumettre les enfants à la question, ils préfèrent ne rien répondre et dire qu'il ne s'est rien passé. Voilà. Donc, mais les devoirs sont une des rares choses qui va circuler entre l'intérieur et l'extérieur de la classe. En ce sens, ils ont un rôle social qu'on sous-estime parfois. Quelle est l'idée initiale des devoirs? Enfin, à quoi sont censés servir les devoirs? Dans la classe, les élèves produisent un travail qui les amène à travailler sur des notions, à mettre ces notions en exergue, à les développer. Et par le biais des devoirs, on va envoyer ces notions hors la classe, dans le cartable des enfants tous les soirs. À l'extérieur de la classe, travail hors la classe, travail personnel des élèves, et ces notions sont censées en être bonifiées. C'est l'intérêt du travail hors la classe, sinon on n'en fait pas. Et une fois ces notions bonifiées, elles reviennent dans la classe, on peut retravailler dessus, et on va obtenir pouvoir produire de nouvelles notions. Voilà. Donc il y a comme ça une sorte de cercle vertueux des devoirs théoriques qui paraît être plutôt une bonne idée, a priori. Donc non seulement cette histoire de devoir, c'est installé depuis très longtemps, donc de toute façon c'est une habitude, mais en plus il y a une idée qui est une idée qui paraît pas idiote. Alors est-ce que ça fonctionne? Les devoirs améliorent-ils les résultats des élèves? Donc je vous ai dit, je ne suis pas quantitativiste, mais certains collègues le sont, et donc il y a quelques recherches là-dessus, il n'y en a pas beaucoup. Et notamment, il y a 2 méta-recherches états-uniennes qui ont été produites, une en 1989 et une deuxième par le même auteur en 2006. Que nous disent ces recherches? Donc, le but de cet auteur, c'était de montrer que les devoirs étaient vraiment utiles et efficaces. Il en était vraiment persuadé. Il voulait le montrer en particulier avec ses étudiants. Et donc, sa première recherche montre ça. La première méta-recherche, il arrive à cette conclusion. Oui, en effet, donc sur 150 méta-recherches, vous voyez ce que c'est, on prend 150 recherches qui ont été faites sur les devoirs, on les compile et on regarde quels sont les résultats. Oui, en effet, les devoirs améliorent les résultats des élèves. Et puis, 15 ans plus tard, en 2006, il reprend sa méta-recherche, mais cette fois sur 900 recherches différentes. Et là, les constats sont beaucoup plus nuancés.
C'est-à-dire que ce qui est remarqué, c'est qu'il y a une corrélation entre la quantité de devoirs faits et le niveau des élèves. Mais on ne sait pas si c'est parce que les élèves font plus de devoirs qu'ils sont meilleurs en classe, qu'ils ont de meilleurs résultats, ou si c'est le contraire. Si c'est parce qu'ils sont plus forts en classe qu'ils vont faire plus leurs devoirs. On n'en sait rien. Donc, ce que disent les chercheurs, c'est qu'il y a une corrélation, et puis peut-être que dans les meilleurs établissements, on donne plus de devoirs que dans les établissements plus faibles. Enfin, voilà. Donc il y a une corrélation qui apparaît, mais finalement aucun rapport de cause à effet qui soit clairement mis en évidence. Donc en fait, on ne sait pas vraiment si la pratique des devoirs, une pratique renforcée des devoirs, améliore les résultats des élèves.